Hello, bienvenue dans Sacré Accouchement. Moi c'est Céline et je suis tellement contente de vous accueillir ici, dans ce podcast où on va avoir des discussions intimes, chaleureuses et parfois un peu renversantes autour de l'accouchement. Ensemble, on va écouter des femmes, des hommes, des parents, mais aussi des experts qui viendront nous raconter leurs histoires, leurs surprises, leurs conseils, bref, tout ce qui fait d'un accouchement un moment inoubliable et unique. Bah oui, je le dis souvent, mais avoir un bébé dans son ventre, puis dans ses bras, c'est quand même assez magique. Entre sacrée histoire d'accouchement et accouchement sacré, il est pas mal mon jeu de mots, hein. Ici, on célèbre toutes les naissances. Les éclatantes, les silencieuses, les planifiées, les imprévues, les douloureuses, les tendres, les un peu chaotiques, bref, la vraie vie. Moi, j'adore recevoir. Alors imaginez que nous sommes dans mon salon, que je vous prépare un thé et qu'on écoute ensemble des invités qui se livrent sincèrement sur un des plus grands moments de leur vie, dont vous aurez la chance d'être l'intime témoin. Je suis convaincue que les femmes sont puissantes, que de donner la vie nous transforme et qu'il est essentiel de faire entendre leur voix, mais aussi celle des papas et celle des coparents. Ces témoignages, je les reçois comme des trésors et je vous les transmets avec tout mon cœur, en espérant qu'ils résonnent en vous, futurs parents, parents déjà bien lancés, ou même pas parents du tout. Bienvenue dans Sacré Accouchement et surtout, très belle écoute. Aujourd'hui, j'accueille Marine. Pour ce premier rendez-vous, je reçois une personne très importante pour moi, une personne que je considère forte. Son histoire est inspirante et émouvante. Marine, elle a vécu un accouchement auquel elle ne s'attendait pas du tout. Elle qui s'était préparée à un accouchement physiologique, voire holistique, elle a été rattrapée par son corps qui, malgré sa force féminine, ne s'est pas ouvert. Entre choc, déception et incompréhension, son accouchement a soudainement basculé vers une césarienne en code rouge. Marine est passée d'une gestion sereine et méditative de ses contractions à une césarienne rapide et même traumatisante pour elle et son fils. Elle vient aujourd'hui nous raconter comment cela s'est passé et comment elle a réussi à quand même profiter de ses premiers instants de maman. Je voulais également ajouter que vous pourrez nous entendre en rire. Si elle arrive à en rire aujourd'hui déjà, c'est parce que nous sommes amis, que le temps a passé et que c'est sa manière à elle d'aller mieux. Si vous, de votre côté, vous avez besoin de prendre soin de votre santé mentale, n'hésitez pas à en parler à un professionnel ou à vos proches. Belle écoute. Coucou Marine. Alors, je suis trop contente de t'avoir avec moi aujourd'hui pour ce premier épisode de Sacré Accouchement. Je suis vraiment très touchée que tu aies accepté de venir, parce qu'on est amis depuis longtemps. Et comme je te le disais en off, j'ai eu l'idée de ce podcast grâce à mes amis. Donc pour moi, c'est vraiment super de commencer avec toi. Parce que c'est en pensant aux accouchements de mes amis qui sont si forts et si différents que j'ai eu envie de vous donner la voix, et à toutes les autres aussi, pour qu'on puisse partager ces moments ensemble et qui restent gravés pour toujours, donc merci. Ici, on est honnête, donc on va le dire, comme on le disait juste avant, le setup, il est confortable. Et on va faire ça en douceur. Je vais te guider, mais pas trop. Et j'ai hâte qu'on puisse tous entendre ton histoire. Donc t'as accouché en 2022 d'un petit garçon. En 2021, pardon. Oui. D'un petit garçon. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous dire en 3 mots, nous résumer en 3 mots ton expérience d'accouchement? Déjà, merci Céline de m'avoir invitée pour ce témoignage. Avec plaisir. Qui j'espère intéressera tes auditeurs et tes auditrices. Donc je m'appelle Marine, j'ai 31 ans et effectivement je suis la maman d'un petit garçon qui est né en 2021. Je confonds toujours parce que nos enfants sont proches donc... Et mon expérience d'accouchement, en 3 mots. En 3 mots, je dirais surprenant, Ouais. difficile et beau quand même. Ok, on va voir comment tu vas nous raconter tout ça. Est-ce que déjà, rapidement, tu peux nous raconter comment s'est passée ta grossesse? Alors ma grossesse, tu le sais parce que tu en as été témoin, c'est extrêmement bien passé. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui disent que leur grossesse s'est bien passée, mais là c'est vraiment le cas, puisque j'en étais la première surprise, mais j'ai vraiment eu aucun mot du début jusqu'à la fin, pas de vomissement, aucune douleur, même jusqu'à la veille de l'accouchement, je dormais bien, je faisais des bonnes nuits, pas de mal de dos, aucune douleur, donc vraiment ça a été une période très agréable dans ma vie, où je me sentais du coup super bien dans mes baskets. Ouais. C'est vraiment une période où je me suis sentie à l'aise, forte, confiante.
J'avais pas forcément envie que ça s'arrête. Ouais. Et j'étais prête pour repartir, pour enchaîner, quoi. C'était vraiment pas une corvée. Trop bien. Est-ce que du coup, vous avez fait une préparation à l'accouchement? Alors, oui. Avec une sage-femme? Alors, j'en ai fait de 2 types. J'ai fait celle classique avec ma sage-femme. Donc, j'étais suivie par une sage-femme en libéral dans son cabinet, en fait, à Paris, qui est pas du tout, du coup, la sage-femme qui ensuite m'a accouchée dans la maternité où je m'étais inscrite. Ouais. Et elle proposait donc une préparation à l'accouchement qu'on a fait à distance. Ah oui, parce que c'était encore, je pense, la fin du Covid. Donc, j'ai fait la plupart des cours à l'accouchement toute seule, puisque quand j'étais enceinte, au début, je vivais pas avec mon conjoint, enfin, on était à distance. Donc, j'ai fait la plupart des cours d'accouchement toute seule et j'étais assez scolaire, c'est-à-dire que ça faisait un peu cours magistral, cours théorique. Voilà, donc ça m'intéressait de comprendre ce qui se passait. J'ai pris des petites notes comme si je faisais des fiches. Ça m'étonne pas de toi. Donc voilà, mais il y avait quand même une partie de moi qui me disait que... alors, je suis quelqu'un de très terre-à-terre, très rationnel, très logique, mais j'avais l'impression que c'était pas assez pour préparer un accouchement qui, pour moi, était quand même une expérience... je sais pas, assez holistique et... C'était pas assez poussé, tu veux dire? Oui, où c'était trop... C'est pas que c'était trop médical, mais pour le coup, c'était trop rationnel. Et j'avais l'impression que être enceinte et accoucher, c'était plus grand que ça. Et qu'il me manquait une dimension un peu plus élargie. Et donc, je me suis tournée vers une préparation à l'accouchement que j'ai trouvée sur Internet un peu plus holistique. D'une femme qui s'appelle Quantic Mama, et où là c'était un autre discours, et un discours qu'à l'époque de ma grossesse j'ai adoré, que j'ai un peu remis en perspective après mon accouchement, on pourra en parler, mais où du coup voilà, j'étais baignée dans cette idée que j'étais faite pour accoucher, que les femmes accouchent depuis que le monde est monde, et que je pourrais accoucher seule dans une forêt à la pleine lune, tu vois. Du coup, c'est juste que tu la suivais sur Instagram ou t'avais pris... J'ai acheté plusieurs, toutes, je crois. Ok. Et là, tu sais, quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Bah, c'est des packs préenregistrés. Ok. Ah oui, ok. Donc, où il y a l'explication de comment va se dérouler l'accouchement, de toutes les phases. Il y avait aussi, pour le postpartum, il y avait des méditations. Ça devait être super intéressant. Ouais, c'était génial. Mais donc, du coup, toi, tu dirais que la préparation à l'accouchement classique, t'as quand même trouvé ça utile? Bah, j'ai trouvé ça utile, oui, pour savoir ce qui allait se passer. Pour ne pas avoir de surprise. Mais t'as quand même eu besoin d'aller chercher des ressources supplémentaires, quoi. Oui, alors, sachant que j'ai pas lu de livres, j'ai pas posé beaucoup de questions. Alors, déjà parce que j'avais pas beaucoup d'amis qui étaient mamans. J'ai une seule amie, en fait, qui a été maman avant moi. Donc, je me suis pas énormément renseignée. Tu vois, pour le coup, je disais que j'étais scolaire, mais j'ai pas lu de livres. T'as écouté des podcasts, peut-être? J'ai écouté des podcasts. Et ensuite, je me suis surtout beaucoup fait confiance. Parce que comme ma grossesse s'est bien passée, en fait, je me suis persuadée que j'étais faite pour ça. Et que ça allait super bien se passer. Tu vois, comme je suis grande, je suis sportive, je me suis dit que voilà, j'avais les hanches larges, que j'aurais aucun problème de bassin ou quoi que ce soit. Donc je me suis dit, voilà. En plus, je viens de la campagne, je suis terrienne. Je me suis dit, ça va se faire tout seul, ça va rouler. Je suis faite pour ça. Donc je me suis vraiment beaucoup fait confiance. Et puis je suis quelqu'un de très instinctive et très intuitive. Et même après, dans mon expérience de maternité, on pourra en reparler. Mais surtout se faire confiance et pas trop écouter ce que te disent les autres. Non, mais c'est intéressant du coup de voir que tu as pris en plus des cours un peu... qui sortait du domaine médical du coup, et ça peut être intéressant. Je pense que je mettrai le lien du coup dans je te le donnerai. Est-ce que vous aviez un projet de naissance? Alors oui et non, dans le sens où je n'ai rien écrit. Donc quand je suis arrivée à la maternité, je me suis inscrite dans une maternité de niveau 1 parce que je voulais quelque chose de physiologique. Donc au moment de choisir, il a quand même fallu que je me pose des questions sur ce que je voulais. Parce que, en plus, à Paris, il faut s'inscrire au moment où on fait le test de grossesse. Voilà, ce qui est littéralement ce que j'ai fait. Je me suis inscrite, je crois, une semaine après. Ouais, je me souviens. Donc, j'ai quand même dû me poser des questions sur ce que je voulais. Donc, le projet naissance était
en partie dans ma tête. Par contre, c'est vrai que je n'ai rien formalisé. Je sais qu'il y a des femmes qui arrivent à la maternité avec des feuilles, avec ce qu'elles veulent. Je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas. Moi, naïvement, je me suis dit que les sages-femmes, elles ne le liraient jamais, ce que j'avais écrit. Je pense que ça dépend des endroits, mais... Je me suis vraiment dit que j'étais une patiente parmi d'autres et qu'elles n'auraient pas le temps, en fait, de regarder ce que j'avais écrit. Au-delà des feuilles, t'avais quand même quelque chose en tête et t'en avais parlé avec tes sages-femmes? J'en ai pas parlé. Alors, j'avais quelque chose en tête, c'est que moi, dans l'idée, je voulais un accouchement physiologique, non déclenché, enfin, qui allait arriver naturellement. Et, encore une fois, être à la maternité. Mais si, j'avais demandé quand même s'il y avait une salle nature. Et je me disais peut-être... accoucher dans l'eau, accoucher à quatre pattes, ou enfin essayer d'écouter. Mais donc j'avais des choses en tête. Je voulais aussi éviter de clamper le cordon immédiatement, attendre qu'il arrête de battre, qu'il se vide de sa couleur et tout ça. Mais ça, du coup, si tu l'as pas dit, c'est... Bah, je me disais qu'en fait, ce serait... sur le moment. Voilà, je me suis dit, déjà, je vais arriver à maternité, je vais gérer les contractions, je vais accoucher. Une fois qu'il est sorti, je leur dirai de pas couper le cordon. En fait, je me suis dit, si je leur dis à l'avance et qu'un accouchement, il dure 24 heures et qu'elles ont accouché 10 personnes dans ce laps de temps, que l'équipe va changer, en fait, je me suis dit, ça sert à rien de leur donner des informations maintenant. On va aller avec le flux, tu vois, et go with the flow. Et ensuite, au fur et à mesure, comme je me disais que ça allait bien se passer, qu'on le verrait au moment voulu, en fait. Donc j'avais des envies en tête, mais effectivement, pas exprimées. Ouais. Et t'avais rencontré la sage-femme de l'hôpital ou pas du tout? Pas du tout. Donc, je te dis, j'étais avec une sage-femme libérale. De mémoire, ça doit être les 2 derniers rendez-vous mensuels qui doivent ensuite être à l'hôpital. Mais pareil, en fait, j'ai rencontré une sage-femme à l'hôpital en me disant que c'était pas forcément elle qui serait là ce jour-là. Bon, t'allais arriver, Donc, non, j'étais assez au clair avec le fait qu'on verrait quelle équipe serait là le jour où j'arriverais, en n'ayant aucune idée du jour où j'allais accoucher. Donc, et puis comme tout allait bien... Oui, tu t'es pas plus non, inquiétée, quoi. J'ai fait confiance. Bah, okay. Alors, on arrive à la partie qui nous intéresse. Donc, vas-y, raconte-nous l'accouchement, comment ça s'est passé, comment ça a commencé. Eh ben, du tout, pas du tout comme j'avais prévu. Spoiler alert. Spoiler alert, c'est-à-dire que moi, mon dernier mois de grossesse, je l'ai trouvé très long parce qu'en fait, tout le monde dans le corps médical m'a dit que j'allais accoucher en avance. Oui, et du coup, ça t'a donné l'idée que c'était un peu frustrant. Et donc, c'est le conseil que je donne maintenant aux futures mamans autour de moi, c'est ne vous dites pas que vous allez accoucher en avance. Gardez bien en tête la date du terme parce qu'en fait, ça a été... En fait, donc ma sage-femme, mon chiropracteur, mon acupuncteur, ils m'ont tous dit « Oh là là, vous allez accoucher en avance, il est super bien engagé, super bien placé, très bas, il va pas rester jusqu'au bout. » Et donc moi, tout le dernier mois, je me suis dit « Je vais accoucher aujourd'hui ou je vais accoucher demain ». Je planifiais plus rien en me disant « Demain, je vais peut-être avoir un bébé dans les bras ». T'avais des contractions ? J'avais des contractions, mais... En fait, juste des contractions de Braxton Hicks, pas du tout de travail. Okay. C'est vrai que à chaque fois que j'avais une contraction, je me disais peut-être que... Ça y est, voilà. Alors, pas forcément que c'est parti, mais je me disais c'est du travail gratuit parce que c'est des contractions qui font pas mal, ça aide à préparer mon col. Donc, je voyais ça de façon très positive. Du coup, ce dernier mois, je me suis dit il va arriver à tout moment. Et au final, pas du tout. Donc, mon jour du terme est arrivé. Et mon fils était encore bien au chaud. Donc il a poussé jusqu'au bout, dans ton ventre. Il était à l'aise, bien installé. Il attendait une notification d'expulsion. Et donc, je suis allée à la maternité le jour du terme. Ils m'ont dit que, en fait, mon col n'avait pas bougé, quoi. Que le col était long, dur, qu'il ne se passait rien. Et de revenir 48 heures après. Donc, je reviens 48 heures après. Et donc là, j'arrive quand même avec ma valise. Pour moi, je restais, tu vois, j'avais ma valise. On avait payé le parking Indigo pour 3 jours en se disant, c'est bon, on va aller... Tu sentais des choses ou t'avais... Non, tu sentais rien. Je sentais rien. Ouais. Je sentais rien, mais je me suis dit, on est 2 jours après le terme. Ouais, ça va venir, quoi.
Et j'ai tout essayé pour le faire sortir, mais on me disait de faire des squats et ça. Mais comme je disais, moi j'étais sportive, je pense que mon corps de faire des squats, ça l'a pas choqué. Je me souviens, je crois que tu avais bu les tisanes de feuilles de framboisier, parce que normalement ça aide. Oui, j'ai essayé de faire ce qu'on dit, manger des dattes, marcher, enfin même la veille, tu vois, je prenais le chien, je marchais, mais je crois que ça va pas... Et donc j'arrive au bout de 48 heures, et là je sens que les sages-femmes, elles veulent pas me garder, parce qu'en fait, je comprends que le lendemain, c'est la grève nationale des sages-femmes. Tu sais, le 7 octobre, donc le jour où mon fils est né, c'était une grève nationale. Oh là là. Donc moi j'arrive le 6 et je sens qu'ils me disent ça faudrait mieux revenir dans 48 heures encore. Trop niveau planning. C'est ça. Donc ils re-regardent le col, ils me disent encore col long, dur, postérieur, il se passe rien. Donc ils me disent que ça sera mieux peut-être de revenir dans 48 heures. Parce qu'il y a beaucoup d'activités, sauf qu'ils font une écho quand même de contrôle. Et après l'écho, en fait, le discours change. Et je sens qu'ils ont vu quelque chose qu'ils veulent pas m'affoler, mais que, en fait, il y avait plus du tout de liquide amniotique. T'étais avec ton conjoint, là ? Ouais, on était ensemble. Et donc, je sens que le discours change, ça me stresse pas. Et ils me disent juste, bon, il y a plus de liquide, donc on va vous garder. Et en fait, le problème à ce moment-là, c'est que ils proposent de me déclencher. Et ça, moi, c'est pas du tout dans mes projets. Parce que pour moi, à partir du moment où on déclenche, on sort d'un accouchement physiologique. Quand il n'y a plus de liquide amniotique, le déclenchement, il est obligatoire ? Je sais pas du tout. Après, ce qui me rassure, c'est qu'ils me proposent de me déclencher de façon mécanique, donc en posant un ballonnet. Et moi, je connaissais pas cette méthode de déclenchement. Quand j'avais déclenchement en tête, c'était des hormones de l'ocytocine, voilà, artificielles, et ce que je voulais pas. Et donc, comme ils ont un discours qui est très rassurant, en me disant justement, on va pas faire un déclenchement avec des médicaments parce que après, on peut pas plus faire sortir les molécules du sang et que c'est un déclenchement un peu intensif. Ils m'ont dit que le ballonnet, c'était un déclenchement mécanique et que du coup, il y avait moins d'impact pour moi sur la physiologie. Donc, je me suis dit, pourquoi pas ? L'idée, c'était donc de mettre le ballonnet dans le col de l'utérus, de le gonfler pour forcer en fait le col à commencer à s'ouvrir. D'accord. Et on peut garder le ballonnet, alors je sais plus si c'est 24 heures ou 48 heures. Et ils m'ont dit qu'après, ils perceraient la poche des os. Et tu le sens du coup, toi, dans ton utérus ? Ouais, en fait, la pose du ballonnet, elle fait pas du tout mal. Le test PCR qu'ils m'ont fait au même moment était plus désagréable, tu vois. Mais par contre, une fois qu'il est en place, j'ai trouvé que c'était très désagréable. Okay. Parce qu'en fait, donc il y a 3 tubes qui sortent de ton vagin que tu sens entre tes jambes et que j'ai senti jusqu'au moment où ils m'ont retiré le ballonnet. Et donc quand j'étais assise sur ma boule de yoga, ça me gênait. Et alors, en plus, le deuxième problème, c'est qu'au moment de l'installation du ballonnet, la sage-femme me fait un petit « oups !» Et en fait, elle a percé la poche des os sans faire exprès au moment de la pause. Oh, waouh. Ouais. Donc, j'ai compris que c'était une boulette. Oh. Mais moi, encore une fois, tellement confiante, première réaction, je me dis, bah, tant mieux. Ils m'avaient dit qu'ils allaient percer la poche des os dans 48 heures. Elle est percée maintenant. Bon, bah, ça devait se faire comme ça. Bon, non, je me dis, on double le facteur de déclenchement et puis ça va partir encore plus vite, quoi. Je vais accoucher encore plus vite. Ouais, en me disant que ça allait accélérer le processus. Et là, du coup, quand elle te perce la poche des os, elle te dit quoi ? Bah, je comprends que c'est une boulette. Je comprends que c'était pas censé arriver. Mais écoute, elle me dit pas grand-chose, hein. Je pars en chambre. Et en fait, moi, je suis vraiment dans l'optique de « je vais accoucher aujourd'hui ». Donc, le fait d'avoir percé la poche des os, ça me déclenche quand même des contractions. Ok. Et donc là, dans ma tête, je passe à une autre étape. C'est je me dis maintenant, j'ai des contractions. Il va falloir que je les gère. J'arrive vraiment dans la première phase de mon accouchement. Commence, voilà. Donc, en fait, je passe à autre chose et je fais un peu, j'allais dire au jour le jour, mais minute à la minute. Ouais. Et donc là, j'arrive dans la chambre vers midi et les contractions commencent. Et donc, en fait, je vais avoir des contractions douloureuses parce que j'apprends aussi que les contractions de déclenchement sont plus douloureuses que des contractions classiques. Et donc, dès le départ, j'ai des contractions extrêmement douloureuses. Sauf que je mets
à profit ma préparation à l'accouchement. Et en fait, je suis très sereine. C'est-à-dire que je trouve que j'ai une bonne gestion de la douleur. Et donc, j'ai de la musique, je prends des douches, j'ai mon ballon de yoga. Et en fait, à chaque fois que j'ai une contraction... Même avec le ballon qui t'avait mis, tu pouvais te déplacer. Oui. Ouais, ok. Ouais. Je pouvais me déplacer. Et donc, je marchais dans les couloirs. Je faisais tout ce que je pouvais pour gérer les douleurs. Et en fait, j'ai pas l'impression d'avoir subi les contractions parce que dans ma tête, voilà, ça allait durer une journée, mais j'allais rencontrer mon bébé. Et donc, je faisais tout ce travail vraiment avec les phrases de préparation à l'accouchement où je me disais que je gère la douleur. J'avais l'impression, tu vois, je soufflais dans mon col, je sentais mon col s'ouvrir, je pensais que je sentais mon col s'ouvrir. Et voilà, je surfais un peu sur les vagues. Et honnêtement, je trouve que je me suis vraiment bien débrouillée avec la douleur et que j'ai vraiment bien géré les contractions. Donc ça, de midi à quelle heure ? De midi à 20h30. Ah oui, effectivement. De midi à 20h30, je gère super bien. À 20h30, on passe un step dans l'intensité, où là, en fait, à 20h30, ce qui a été difficile, c'est que mes contractions duraient 1 minute et j'en avais une toutes les 2 minutes. Okay. Là, ça a été vraiment difficile parce que, en fait, il n'y avait plus aucune pause. Plus aucune pause, c'est-à-dire qu'une contraction ultra douloureuse de 1 minute, et ensuite j'avais 1 minute de pause et ça repartait. Et ça a été comme ça jusqu'à minuit, à peu près, sachant que j'ai vomi mon repas, vraiment la douleur, elle était dure à gérer. Et en fait, ce qui a vraiment été difficile, c'est que comme mon corps était épuisé, je m'endormais, en fait, pendant la minute de pause. Non, mais voilà, je m'endormais. Wow. Ce qui fait qu'à partir de là, on est arrivé dans une phase où je n'arrivais plus à gérer la douleur, puisqu'en fait, la contraction me réveillait. Et donc, au lieu de se préparer. Exactement. Au lieu de se préparer, de savoir que la contraction arrive et de la gérer, tu vois, de partir mentalement ou de respirer, en fait, là, c'était la contraction qui me réveillait de ma micro-sieste d'1 minute. Et donc, à partir de là, ça a été vraiment difficile. Et du coup, donc, ça dure de minuit à 2h du matin. Okay. Donc, de minuit à 2h du matin, je dors par tranche de 1 minute en me réveillant... Waouh. En me réveillant de douleur. Et en fait, là, la douche froide, c'est qu'à 2h du matin, il y a une sage-femme qui vient pour regarder mon col. Et mon col n'est pas ouvert. Pas du tout. Pas du tout. Waouh. Pas du tout. Alors que t'as des contractions depuis... Depuis midi. Depuis midi. Et au moins depuis 20h30, des contractions d'une intensité. Et donc là, c'est la douche froide, parce que moi, je tiens tout ce temps-là en me disant... Ça bouge. Exactement. Donc je me dis, je souffre, mais c'est des contractions, mon col est en train de s'ouvrir. Et donc je me dis, la sage-femme va arriver, va me dire, je sais pas, je suis ouverte à 4, à 6, quelque chose, tu vois. Et en fait, j'aurais pu m'en douter parce qu'en fait, le ballonnet, il ouvre artificiellement ton col à 2 et il est censé tomber après quand ton col s'ouvre. Et moi, il partait pas. Donc en fait, le col était toujours à 2 du fait du ballonnet, mais en fait, il était à 0, il était à rien. Et donc à ce moment-là, il retire le ballonnet. Moi, je suis trop contente parce que je me sens beaucoup mieux. Le problème, c'est que moi, j'ai toujours pas compris, en fait, qu'il y a un problème. Mon conjoint comprend à ce moment-là que l'accouchement, il va pas se passer comme on a prévu. Ils vous ont pas expliqué, du coup ? En fait, moi, j'étais ailleurs. En fait, si tu parlais à mon conjoint, on n'aurait pas la même expérience de l'accouchement parce que lui, avec son regard extérieur, a beaucoup mieux compris ce qui était en train de se passer. Je pense qu'il a entendu les sages-femmes parler, il a appris à lire le monito, alors que moi, je n'ai rien de tout ça. J'étais dans un déni. Oui, puis même, t'étais concentrée à gérer tes contractions, t'avais autre chose à faire. Exactement, j'étais vraiment dans ma tête, toute seule, j'entendais rien. Et donc, à ce moment-là, il parle de me poser une sonde urinaire. Et moi, je comprends pas pourquoi. Et je leur dis que je la veux pas, leur sonde urinaire. Pour moi, je suis vraiment toujours dans « Ok, ça va être beaucoup plus long que prévu. Je vais souffrir énormément. Mais ça va le faire. Mais ça va le faire. » Sachant qu'à ce moment-là, après avoir compris que les contractions n'ouvraient pas mon col, j'ai quand même demandé la péridurale.
Donc en fait, à 2h du matin, ils m'ont installé la péridurale. Ça t'a soulagée ? Ça m'a soulagée. Alors, je l'ai mal vécu parce que j'avais l'impression, du coup, de ne pas faire... un peu ce que t'avais voulu à la base. Exactement. C'est-à-dire que je l'ai un peu vécu comme une défaite. Mais je me suis dit, c'est un moyen d'arriver à mon accouchement, puisque je souffre et que ça marche pas. Donc je me suis dit, c'est parti pour longtemps. Je me dis, si j'accouche demain, il faut que j'arrive à gérer. Et puis là, c'était plus possible, la douleur. Donc je me dis, c'est pas grave. Je fais la péridurale et puis on continue les contractions comme ça. Et ils veulent m'installer la sonde urinaire. Moi, je leur dis que j'ai pas envie, je comprends pas. Et mon conjoint leur dit... Mais ils t'expliquent pas pourquoi ils veulent t'installer une sonde urinaire ? Ils me disent pas... En fait, je pense qu'ils me l'ont dit, mais que je m'en rappelle pas, parce que mon conjoint, il a compris qu'en fait, la sonde urinaire, c'était au cas où il y ait une césarienne. Ok. Et donc, je me souviens juste qu'il leur dit mais oui, s'il y a besoin, faites-le, parce que on voit bien là qu'il y a un problème. Et en fait, ça a été vraiment une corvée, cette sonde urinaire, parce qu'à partir du moment où ils ont mis la sonde urinaire... Tu peux plus te lever. Alors, pire que ça, c'est-à-dire que là où la péridurale m'avait enlevé la douleur des contractions, au moment où ils m'ont mis la sonde urinaire, j'ai ressenti toutes les contractions dans ma vessie. Je sais pas si c'est normal. Mais en fait, je me suis dit, j'ai profité de la péridurale, 20 minutes, 30 minutes, et ensuite, je ressentais toutes les contractions dans ma vessie. Oh là là. Et donc là, de 2h à 4h du matin, je comprends quand même qu'il y a quelque chose qui va pas, parce que les sages-femmes viennent en me disant que mon fils, il est pas en grande forme, que le monito, il est pas top. Et c'est là où je dis que mon conjoint a appris à lire le monito, et je voyais que, pareil, il était pas... Il s'inquiétait. Et en fait, les sages-femmes, je me disais, mais pourquoi elles m'embêtent ? Elles venaient toutes les 5, toutes les 10 minutes pour me faire changer de position. Parce que moi, j'étais à 4 pattes sur mon ballon, je crois. Elle me disait, allez sur le lit, mettez-vous côté gauche, mettez-vous côté droit, mettez-vous... Et en fait... Mais attends, t'avais la péridurale et tu pouvais être quand même sur ton ballon ? Ouais. Ouais, j'ai essayé... Mais j'étais sur mon ballon, sur mon lit. Ah oui, d'accord. Ok. Et en fait, j'essayais toutes les positions, et elle venait me changer de position toutes les 5 minutes. Je me disais, mais pourquoi elle me laisse pas tranquille ? Enfin, j'ai essayé de me mettre dans ma bulle. Je dis, le déni. Et après, je pense que c'est un peu normal, parce que t'es tellement un peu en transe que c'est logique aussi de pas capter tout ce qui se passe autour de soi. Enfin... Ouais, j'étais pas là en fait. Physiquement, j'étais là, mais mentalement, j'étais pas là. Moi, je comprends. Et en fait, à 4h du matin, ils décident d'appeler un médecin. Alors, je sais pas exactement... Enfin, quelqu'un qui est pas une sage-femme. Ouais, c'est un médecin, je pense. Ils font donc, mon col, toujours pas ouvert. On est à 4h du matin. Pas 1 centimètre... Enfin, pas 1 centimètre de plus, quoi. Et le médecin prélève une goutte de sang sur la tête de mon bébé, donc de façon intravaginale. Et on a le résultat en 30 secondes. Et là, je vois le regard de panique, et ils annoncent césarienne code rouge. Et là, moi, je ne comprends... Enfin, c'est-à-dire que la claque, quoi. Ouais. C'est-à-dire que je ne suis pas là mentalement, je suis dans... je gère mes contractions et je vais accoucher... Mais personne ne vous a dit avant... Enfin... Ils ont fait comprendre à ton conjoint qu'il te posait la sonde urinaire au cas où, mais personne vous a fait comprendre avant que ça se dirigeait vers une césarienne. Mon conjoint te dirait que lui, il l'a vite compris. Ouais. Donc, est-ce qu'encore une fois, il a écouté des discussions que j'ai pas écoutées Il l'a vite compris et ils l'ont expliqué, c'est pas la même chose, tu vois. Je sais pas exactement. Ouais. Lui, il avait l'air de savoir... Enfin, quand on en a rediscuté après, il avait l'air d'avoir compris depuis un moment que ça allait se terminer comme ça. Oui, mais peut-être que du coup... Parce que lui, il a réussi à le comprendre parce qu'il n'était pas dans le même état que toi. Mais peut-être que toi, si t'avais préparé, entre guillemets, tu l'aurais peut-être plus facilement accueilli, tu vois. Je sais pas, parce que je sais pas si je l'aurais entendu. Ouais. Je sais pas si j'aurais été capable. Et encore une fois, c'est une maternité de type 1... qui évite au maximum les césariennes, qui est là pour des accouchements plutôt physiologiques. J'avais un profil avec aucun risque, une grossesse qui se passe très bien, aucun souci quelconque, je vois. en confiance. Enfin, je pense que j'aurais pu être un accouchement voix basse idéal. C'est vraiment... c'est arrivé comme ça, quoi. Donc là, ils annoncent ça. Qu'est-ce qui se passe après ?
Ah ben alors là, moi, je me prends un immeuble de 30 étages sur le coin du visage, quoi. C'est-à-dire que déjà, j'ai pas le temps de comprendre, ça va extrêmement vite. Parce que j'ai vu dans le rapport après d'accouchement qu'entre le moment où ils ont le résultat de cette prise de sang et le moment où mon fils est né, il y a moins de 10 minutes. Ah oui. Voilà, donc ça va extrêmement vite. En fait, ils annoncent césarienne code rouge. Là, les portes s'ouvrent, tout le monde débarque. On m'attrape, on me met sur un brancard. On jette une tenue de bloc à mon conjoint. Et ça court dans les couloirs. Et en fait, donc comme j'avais déjà une péridurale, j'étais anesthésiée. Ils ont coupé tout de suite. Et en fait, c'est allé extrêmement vite. Et je me souviens juste avoir pleuré en me disant qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça m'arrive à moi, enfin moi une césarienne, non, moi je devais accoucher dans les bois sous la pleine lune, tu vois. Et là je pense que c'est vraiment un choc, un vrai gros choc, parce que donc même si je n'ai aucune douleur, je sens absolument tout. Ouais. Mais je sens toutes les manipulations, je sens les mains, je sens voilà, toutes les manipulations. En fait, j'ai pas trop le temps aussi de me poser de questions, parce que là moi je fais une expérience physique très désagréable, c'est-à-dire que à ce moment-là, j'ai l'impression que je vais mourir. Parce qu'en fait, donc, je tremble énormément. On m'explique que c'est normal, que c'est l'effet des médicaments, sauf que je tremble. Moi, j'ai l'impression de convulser. J'ai extrêmement froid, mais un froid, vraiment, ça me prend tout le corps, je tremble. Et en fait, je me mets à vomir. Je ne peux plus m'arrêter de vomir. Tu sais, ils m'apportent des haricots, là. Oui, je vois. En métal, là. Ouais. En carton, je crois. Et je vomis, j'en remplis plusieurs, ils les changent. Enfin, j'arrête plus de vomir. Et en fait, je n'arrive plus à respirer. Je leur fais signe en disant que j'arrive plus à respirer. Ils me mettent sous oxygène. Et là, pour moi, c'est vraiment... je suis persuadée que je vais mourir. Ils sortent mon fils et en fait, mon fils ne respire pas. Et à ce moment-là, mon conjoint part directement avec mon fils. Lui, ouais. Moi, il me referme et il m'emmène en salle de réveil. Est-ce que à partir du moment où il est sorti, toi, tu te sens mieux ou tu te sens toujours pas bien ? Vraiment, ça durera très longtemps, okay. Jusqu'à ce que je sorte de la salle de réveil, okay. Où je dirais pas que c'est une expérience de mort imminente, parce que je sais pas, mais je suis à ce moment-là persuadée que je vais mourir. Persuadée, c'est-à-dire que je le ressens, je me dis je ne vais jamais rencontrer mon enfant. Mon corps est dans un tel état que je me dis je ne peux pas survivre à ça. T'étais choquée, ça a été super vite, ça plus ton corps qui a réagi, ça a fait un gros... je sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est vraiment... Et donc en salle de réveil, je me sens... Il est 4h du matin, 4h30 du coup du matin. Il y a un rideau de chaque côté, donc j'ai l'impression d'être seule dans le lit, je vois pas de professionnel. Tu vois, on est un peu une enfant qui dit je vois pas d'adulte. La lumière est quasiment éteinte et en fait j'ai l'impression que on m'a oubliée à un endroit. Et encore une fois, là je me mets à avoir des hallucinations, donc je tremble toujours. Je tremble énormément, j'ai toujours très froid. Et j'ai mal et j'ai des hallucinations où je me vois partir et en fait je lutte et j'essaye de lutter en disant tiens un petit peu et j'ai l'impression que ça dure des heures et des heures. Au final je crois que je suis restée 1 heure en salle de réveil, mais j'avais aussi peur qu'il m'oublie, tu vois, parce que c'était un changement d'équipe et tout ça. Il t'aurait pas oublié. Oui, mais je me sentais tellement vulnérable d'être dans le noir comme ça, en me disant je vais mourir, que je pense que mon esprit, il était en mode survie de juste tiens 1 minute de plus, tiens 1 minute de plus, tiens 1 minute de plus. Et mon conjoint a fini par me rejoindre en salle de réveil avec mon fils. Et en fait, je n'ai pas vu mon fils, c'est-à-dire que la première réflexion que je me suis faite, c'est mon conjoint est là, peut-être que je vais pas mourir, parce que si je perds connaissance ou si je tombe dans les pommes, il est là, il pourra au moins dire à quelqu'un de venir me sauver, entre guillemets. Et donc, la première fois que je rencontre mon fils, je ne le calcule pas. Je me dis juste, ok, je suis pas toute seule, peut-être que je vais pas mourir. Ok. Et quand est-ce que tu t'es sentie mieux, du coup ? Et ben, à partir du moment où il était là, ça a quand même été mieux. Il m'a donné mon fils pour faire la tétée d'accueil, avec un peu de retard. Mais je me suis concentrée très fort à ce moment-là sur mon fils, en me disant, bon, t'es pas toute seule, il est là,
surtout, il est vivant, parce que moi, je suis quand même partie de... Il ne respire respire pas. pas. Et j'ai compris que ça avait été un peu sportif quand même pour le faire démarrer, qu'il avait été mis sous oxygène, qu'il avait fallu un peu le secouer pour que ça démarre. Ok. Donc je me suis dit, au moins, il est vivant. Peut-être que moi, je serai vivante également. Peut-être que finalement, les choses vont rentrer dans l'ordre. Et ensuite, à partir du moment où on est retourné dans la chambre, ça a commencé à aller un peu mieux. J'ai commencé à remonter la pente. J'étais toujours en état de choc. J'arrivais pas à sortir de mon lit, surtout qu'une césarienne, c'est vraiment quelque chose de très lourd. Moi, je ne comprendrai jamais qu'on pense que la césarienne, c'est la solution de facilité. Parce que vraiment pas. C'est-à-dire que j'étais courbée en avant, j'arrivais pas à me mettre droite, j'arrivais pas vraiment à marcher. Mais du coup, tu pouvais quand même l'allaiter. Je pouvais quand même l'allaiter. Ouais. Je l'allaitais. Tu sais, il était tout petit. Oui, mais parce il que pesait souvent, pas on lourd. dit que t'arrives même pas à porter ton bébé à cause de la césarienne, tu vois. Dans le lit, ça allait. Ouais. Dans le lit, j'étais allongée dans le lit. Je faisais bien attention à ce qu'il touche pas à la cicatrice. Parce qu'une cicatrice de césarienne, c'est pareil. C'est pas drôle du tout. Moi, j'avais l'impression que j'allais m'éventrer à chaque fois que j'éternuais. C'est quelque chose où on t'a quand même ouvert 7 couches. Oui. Et puis, c'est pas 1 centimètre, quoi, qu'on ouvre. Hein. Non, c'est clair. Et donc, à partir de là, en salle, quand on est retourné dans notre chambre, j'ai commencé à remonter la pente petit à petit et c'est rentré dans l'ordre. Et donc, même si le traumatisme est resté très longtemps, au final, physiquement, ça allait mieux. Physiquement, ça allait mieux assez vite. Okay. C'est juste mentalement, émotionnellement, psychiquement que ça a été très long. Est-ce qu'ils t'ont expliqué pourquoi, du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que c'est une réaction normale des médicaments qui a fait que c'est commun quand on fait une césarienne que le corps réagisse comme ça ? Ou est-ce qu'ils ont su t'expliquer Alors moi, d'abord, j'ai surtout demandé pourquoi mon col ne s'était pas ouvert. Parce que j'ai eu l'impression... en fait, je voulais obtenir des explications. Et savoir est-ce que c'était de ma faute, est-ce que c'est mon corps qui fonctionne pas, ou est-ce que j'avais pris des mauvaises décisions. En fait, là, je me suis beaucoup auto-flagellée. En me disant, et si j'étais revenue 48 heures après, et si j'avais refusé le ballonnet, et si la sage-femme n'avait pas percé la poche des os, et si j'avais mieux préparé, enfin... Je me suis vraiment auto-flagellée et je voulais comprendre est-ce que c'était des mauvaises décisions de ma part et la réponse elle a été unanime et donc j'ai demandé sur place aux sages-femmes et j'ai ensuite demandé à ma sage-femme libérale, à mon chiropracteur, j'ai demandé après à tout le monde et à chaque fois la réponse était la même, c'est il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas d'explication, on ne sait pas pourquoi. Que ton col s'est pas ouvert. Que mon col s'est pas ouvert, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi, il n'y a pas d'explication. Et depuis, ça fait quand même maintenant 4 ans, à chaque fois que j'écoute un témoignage ou quelque chose comme ça, je ne retrouve personne pour qui ça s'est passé comme ça. J'arrive à m'identifier à certains témoignages de césariennes où la fin de l'accouchement se déroule comme le mien, mais c'est en général, il y a eu un travail avant, le col était ouvert à 4, à 6 ou parfois plus, et ensuite il y a un problème et ça part en césarienne. Mais le coup de le col ne s'ouvre pas du tout, pour l'instant je n'ai jamais trouvé de témoignage et j'ai jamais eu d'explication. Et tout le corps médical, ils n'avaient jamais vu ça non plus du coup. Alors ça, je sais pas. S'ils l'avaient jamais vu, je peux pas te dire qu'ils l'avaient jamais vu. C'est juste la réponse. En fait, c'est juste, je leur ai demandé est-ce que vous savez pourquoi c'est comme ça et ils m'ont juste dit non, il n'y a pas d'explication, c'est comme ça. Un peu obscur chaque accouchement est différent et c'est le corps, quoi. Et du coup, par rapport à la réaction que ton corps a eue pour la césarienne, ils ont su expliquer si c'était lié aux médicaments ou si c'était autre chose ? Les tremblements, ils m'ont dit que c'était les médicaments, que c'était normal. Après, le fait que je vomisse, je suppose que ça doit être commun aussi. Le fait que je respire pas, je sais pas. Le fait que je et les hallucinations, tout ça, ils t'ont dit que c'était normal ? Ça, je leur en avais pas parlé à ce moment-là. Tu sais, pareil, en fait, je suis passée à autre chose. C'est des trucs où, encore une fois, minute à la minute, c'est-à-dire que là, je me retrouvais avec un bébé que j'ai allaité. Et en fait, je suis un peu passée à autre chose. Et c'était plus... maintenant, j'étais dans... Je veux que mon allaitement se passe bien. Je veux que ça fonctionne parce que j'avais peur
que l'allaitement ne fonctionne pas après une césarienne. Et finalement, ça s'est très bien passé. Enfin, j'ai eu un allaitement de rêve. Jamais une douleur, jamais une crevasse, jamais un saignement. Il a tout de suite bien pris le sein. J'ai fait un allaitement exclusif pendant 9 mois. C'est génial. Et ouais, ça a vraiment aidé, je pense, à réparer. Ouais. Alors déjà, à créer le lien. Puisque moi, mon fils, le premier contact qu'il a eu, c'était avec son père pendant quelques heures. Ils ont fait du pot à pot, il l'a rencontré avant moi. Et donc ça a aidé à créer le lien et ça a aidé à ce que je pardonne mon corps de ne pas avoir fonctionné pour l'accouchement parce qu'au moins, il fonctionnait très bien pour l'allaitement. Est-ce qu'ensuite, ils t'ont expliqué ce qui s'est passé par rapport au test qu'ils avaient fait sur le crâne de ton fils ? Ouais, ils m'ont dit que c'était un test pour voir le niveau d'oxygénation. Et qu'en fait, il avait plus assez d'oxygène et il fallait le sortir tout de suite. Et c'est pour ça qu'il respirait pas quand il est sorti et qu'ils ont dû, de ce que j'ai compris, le claquer un peu pour que ça démarre, quoi. Il respirait plus parce que c'était trop long, en fait. Pareil, je sais pas exactement. Est-ce que c'est le fait qu'il y ait pas assez de liquide ? Est-ce que c'est les contractions qui étaient trop violentes, qui l'écrasaient, qui l'épuisaient ? Ouais. Mais tu vois, je pense que ça, par exemple, pour mon conjoint, s'il pouvait encore une fois te partager son expérience, c'est ce qu'il te dirait, c'est que lui, le choc qu'il a eu, c'est qu'il a été dans le bloc, il m'a vu éventrer, parce qu'en fait, quand mon fils est sorti, il s'est levé pour voir. Les sages-femmes ont eu un peu peur qu'il tombe dans les pommes. Au final, c'est pas du tout, il n'était pas dans cette optique-là, mais il voulait juste voir si son fils allait bien, donc il m'a vu littéralement éventré sur la table et il a vu qu'il respirait pas, il a vu un peu le regard de désespoir des sages-femmes au bout d'un moment quand elles voyaient que leur technique habituelle ne fonctionnait pas. Enfin, il a pris des mesures pour aider en fait les sages-femmes à le réveiller. Donc je me dis, lui, tu passes quand même de ta femme, elle est éventrée, elle est placée sous oxygène, elle est en train de vomir, ils sont en train de la recoudre et t'es avec ton enfant qui respire pas et tu vois le désespoir. Je pense que ça a été 10 minutes où il s'est dit, je vais me retrouver sans femme, sans enfant, quoi. Puis même du coup il est parti avec ton fils. Oui. Puis ça a dû être en même temps, enfin pour lui c'était normal et en même temps de te laisser, ça a dû être super dur, quoi. Alors, c'était ce qu'on s'était dit. Oui, mais moi, je lui avais dit, si tu le suis. Même si vous l'étiez dit, il a dû se demander tout le temps comment t'allais, quoi. Je sais pas, je pense qu'il est... Ouais, sûrement, mais pareil, il était en mode survie aussi, tu vois. Évidemment. Mais on se l'était dit avant. J'avais dit, tant qu'il a pas son bracelet, tu ne le quittes pas des yeux, qu'on ne l'échange pas à la maternité, donc... Et je pense qu'il s'est aussi dit que moi, j'étais entre de bonnes mains, j'étais en train d'être recousue. Et est-ce que lui, il a compris l'état dans lequel t'étais, ou comme ça a été trop vite, il n'y a pas forcément... Je pense que une personne extérieure pouvait pas forcément se rendre compte, et je lui ai expliqué après. Ouais. Quand on est rentré en chambre, je lui ai expliqué après comment j'étais. Mais pareil, comme on était tous les deux un peu dans le tourbillon de la parentalité, de maintenant on a un enfant qui a faim, qui a froid, On était dans autre chose, en fait, c'est vraiment... À chaque fois qu'une étape se termine, on a une autre qui recommence. Et là, lui, il a été obsédé par l'idée de « je ne veux pas que mon fils soit en couveuse, donc il faut qu'il tète, il faut qu'il soit hydraté, il faut qu'il prenne le soleil. » Je me souviens de ça, qu'il voulait pas qu'il ait la jaunisse et que vous le mettiez tout le temps. Mais ça a été obsessionnel, c'est-à-dire qu'il s'est baladé dans les couloirs, il a vu des papas attendre assis devant les couveuses, je sais plus, ultraviolets, ou les couveuses bleues, là. Je pense qu'il s'est dit qu'il ne voulait pas être séparé de son fils une seconde. Donc en fait, il le prenait, il le mettait devant la baie vitrée au soleil, et ensuite il me le mettait au sein toutes les 5 minutes. Et après, une fois du coup que votre fils il est revenu avec vous, est-ce qu'ils vous ont dit que maintenant qu'il respirait, tout allait bien ? Oui. Ouais. Oui. Là, ils nous ont dit... c'est bon, quoi. Voilà. Ça a été un non-sujet immédiat. Une fois qu'il avait pris un peu d'oxygène et qu'il était... il y a eu aucune alerte, aucun suivi. C'était... Suivi classique, quoi. Ouais, voilà. C'était vraiment... maintenant, il est là. Il est à terme. Il fait la bonne taille, le bon poids. Il tète bien. Il n'a pas la jaunisse. Et ça n'a plus jamais été un sujet de discussion. Mais je crois qu'il n'est pas resté sous oxygène très longtemps aussi, donc ça aide. Il a eu juste besoin d'un petit coup de pouce. Pour démarrer. Ouais. Toi, t'es resté alitée combien de temps ?
Alors, je suis restée à la maternité pendant 5 jours, ce que j'ai trouvé très long. Oui, c'est ce que j'allais te demander, comment t'as vécu ces 5 jours. En fait, j'ai trouvé que c'était très long parce que, encore une fois, et ça revient à ce que je disais, moi, je me suis tout de suite fait confiance. Donc, en fait, j'avais pas besoin d'être rassurée, de poser qu'on des m'explique. questions. Voilà. En fait, je me suis dit que je saurais très bien m'occuper de lui. Que je saurais faire. Et même comme si l'allaitement se passait bien. Ouais. Et je me suis dit, même si j'ai pas les techniques... Alors, ça a quand même été utile d'apprendre les techniques. Parce que moi, j'avais jamais changé une couche, j'avais jamais donné un bain. Oui, mais une fois que c'est bon, une fois que tu l'as vu, voilà. Mais même avec ta césarienne, t'as pas ressenti le besoin... Enfin, t'avais quand même envie de rentrer, quoi. Alors, physiquement, oui, c'est différent. C'est-à-dire que dans mon rôle de mère, je sentais que j'avais pas besoin d'être à la maternité. Que je serais très bien chez moi et que ça allait rouler. Par contre, physiquement, c'est clair que moi, pendant 7 jours, en fait, parce que au bout du 7e jour, ils retirent les agrafes. Donc moi, j'étais rentrée à la maison depuis 2 jours. C'est une infirmière ou une sage-femme à domicile qui est passée, une infirmière, je crois, pour me retirer les agrafes. Moi, jusqu'au moment où on m'a retiré les agrafes, je n'arrivais pas à marcher. Ok. C'est-à-dire que, quand je dis que j'arrivais pas à marcher, c'est que comme je n'arrivais pas à me tenir droite, parce que ça tirait en fait sur les agrafes, je me suis rendu compte que les agrafes étaient plus inconfortables que la cicatrice au final, parce que ça te bloque la peau à un endroit donné. Et donc, je me déplaçais juste pour aller aux toilettes. Okay. Et je faisais des pas de 5 cm par 5 cm, quoi. Donc, c'est vrai, je me rappelle pas vraiment comment je suis sortie de la maternité et comment je suis allée jusqu'à la voiture. Mais ensuite, arrivée à la maison, je pense qu'il y avait la trace de mon corps sur le canapé. Mais je me souviens, vous aviez un petit plateau roulant avec tout plein de petits accessoires comme ça. T'avais tout ça près du canapé pour avoir tout ce qu'il faut. C'est ce que j'avais préparé. Je sais plus... je crois que je l'avais vu sur la page d'une Américaine sur Instagram qui avait dit que comme quand on allaite, on a du mal à sortir du canapé, même sans césarienne, que des fois l'enfant s'endort sur nous et qu'on ne bouge plus. J'avais préparé effectivement, c'est une desserte, tu sais, la desserte premier prix Ikea, je vois. Où dedans j'avais mis une bouteille d'eau, des snacks, un livre... un chargeur, ton téléphone, la batterie externe, et puis même tout pour des langes, des cotons, des mouchoirs, pour la télécommande de la télé, pour ne pas bouger. Et ce qui était pratique parce qu'elle me suivait après dans la chambre, parce qu'au cododo, du coup j'avais mis les couches, les lingettes, et donc juste je me baladais dans tout l'appartement avec ma chariote, quoi, ma desserte à roulettes. Et du coup, est-ce que mentalement tu t'es sentie mieux de rentrer à la maison ? En fait, ça a été très ambivalent. Parce que je me suis sentie très bien. En fait, à part le traumatisme de l'accouchement que j'ai assez vite enfoui, je pense que ça a été un exercice de déni et c'est ressorti plus tard quand j'ai eu un peu l'espace mental de ça. Mais en fait, je l'ai assez vite mis sous le tapis et je me suis concentrée sur mon fils. Et là, je pense que du coup, tu t'as partagé avec moi les premiers mois où c'était génial. Où je pleurais de joie, où je crois qu'on en a parlé, où je te disais que c'était plus simple que ce à quoi je m'attendais, parce que je m'étais énormément renseignée sur le postpartum. Pas du tout sur le postpartum en césarienne. En fait, c'était ça, c'est que quand j'ai lu quelques BD, je te disais que j'avais rien lu, mais en fait, j'ai pas lu de livre, mais j'ai lu quelques BD. J'ai lu une BD sur l'accouchement et une BD sur l'allaitement, qui était géniale. Et en fait, à chaque fois qu'il y avait mention de césarienne, je passais le chapitre, quoi, en disant que... Et donc, moi, j'avais tout préparé pour guérir d'une épisio, pour guérir d'une déchirure. Tu sais, j'avais préparé des serviettes... Parce que tu m'as donné à moi, du coup. Des serviettes avec de l'aloe vera et de l'eau florale et tout ça. Exactement. Qui, du coup, ne m'ont jamais servi. Qui m'ont servi à moi. Mais j'avais tout préparé pour guérir d'une déchirure, d'une épisio, et rien pour la césarienne. Mais au final, j'ai guéri très facilement de la césarienne. Et je pourrais te montrer la cicatrice si tu veux, on ne la voit plus. Moi, je ne pensais pas que c'était possible à ce point-là, c'est-à-dire qu'on ne la voit plus du tout. Donc ça fait 4 ans. Donc ça veut dire qu'ils ont bien bossé pour bien te recoudre correctement. Ouais. Mais parce que... T'as mis des soins dessus ou t'as rien fait ? Alors, moi, je n'osais pas la toucher. Ok.
Mais même après, tu vois, tu aurais pu faire des soins après. Non, moi j'ai vraiment pendant très longtemps, je ne pouvais ni la regarder, ni la toucher. Je l'évitais au moment de prendre la douche. J'ai essayé des fois de la nettoyer en me disant qu'il fallait quand même être un peu hygiénique, mais j'avais des frissons en fait quand je la touchais. Et c'était les moments où je sentais que le trauma allait peut-être ressortir quand même, à un moment qu'il n'était pas parti, qu'il était juste enfoui derrière d'autres choses. Mais ce qui a été très utile, je pense, c'est que j'ai eu une super kiné pour faire ma rééducation des abdos. Et à chaque fois, elle m'a fait un massage de la cicatrice, où moi je fermais les yeux, je partais ailleurs parce que j'avais du mal à ce qu'on touche la cicatrice, mais en fait elle a fait tout ce qu'il fallait, elle a décollé pour éviter que ça s'accroche. Et je suppose que c'est la combinaison d'un super travail, la chirurgienne qui a... Enfin, tu vois, c'est encore une fois, c'est des femmes qui m'ont permis de me réparer comme il faut, parce que la chirurgienne, je sais que dans le rendez-vous des 6 semaines après, je suis allée la voir avec des cadeaux, vraiment pour la remercier d'avoir fait un aussi beau travail. Et la kiné, pareil, d'avoir fait ce travail. Maintenant, le fait que la césarienne soit invisible, la cicatrice soit invisible, qu'elle soit pas en relief, qu'elle soit pas en couleur et tout, je sais que c'est grâce à ça. T'avais plus mal rapidement une fois qu'ils t'avaient enlevé les agrafes, ou t'as quand même eu mal encore après? Je crois que j'ai pas eu si mal que ça. Je suis quand même choquée du manque de suivi qu'on fait pour ça, parce qu'il n'y a pas plus de suivi pour une césarienne que pour un accouchement classique, c'est-à-dire que à part la personne, enfin l'infirmière qui est venue retirer les agrafes, il n'y a rien eu de plus. Le rendez-vous des 6 semaines après, mais c'est le rendez-vous des 6 semaines, c'est un peu bon, vous allez bien, très bien, bonne continuation. Mais ils ont vérifié ta cicatrice quand même. Oui, mais j'ai l'impression que ça suffit pas. Enfin, quand tu vois des protocoles que tu peux avoir quand quelqu'un a une opération du genou, ou t'as des protocoles avec des personnes qui passent à domicile, qui font... Encore une fois, moi, le kiné, fallait que j'y aille moi-même avec mes petits pieds, tu vois. Donc, t'as l'impression qu'il y a des fois des... Ou même en termes d'antidouleur, on te donne rien, enfin, tu vois. Moi, on m'a donné un médicament quand j'étais à la maternité, qui en plus, je crois, n'était pas idéal pour l'allaitement. Mais bon, j'avais trop mal, donc je l'ai pris. Mais une fois que tu sors, on ne te donne rien. Et je me dis, on te coupe quand même, encore une fois, 7 couches, on t'ouvre le ventre et on te ramène chez toi, et j'ai l'impression que t'es moins suivi que si tu te blesses puis même le pour genou. Le coup, toi, t'aurais eu besoin d'un suivi psychologique, quoi. Suivi psychologique, c'est clair, mais après, je pense, parce que encore une fois, peu mais importe. Du coup, même si toi t'en as eu besoin après, on t'a ouvert aucune porte, tu vois. Ils auraient pu t'ouvrir des portes, et au moment où t'étais prête, tu serais revenue vers les professionnels qui t'avaient ouvert les portes, tu vois. Mais encore une fois, je pense que pour les professionnels, un accouchement, c'est lambda. Ouais. Parce que pour moi, qui suis le personnage principal de ma vie, c'est énorme, un premier accouchement. J'ai l'impression que c'est un truc de dingue. Mais les personnes, c'est peut-être le 10e de la journée, donc elles ont vu des histoires bien pires que les miennes, tu vois. Bien sûr, mais c'est pas... Oui, je suis d'accord avec toi, mais c'est quand même pas comme ça que ça devrait se passer, tu vois. Enfin, justement, on met l'accent sur le postpartum, la dépression postpartum, c'est justement, ça en fait partie, tu vois. Oui, alors j'ai pas fait de dépression postpartum telle quelle, mais je sais que ma santé mentale, elle en a pâti quand même. Pas au début, puisque comme je te disais, au début, j'étais un peu sur un petit nuage, je pense, shootée complètement à l'ocytocine et au fait que ça allait très bien. Mais il y a une phrase en particulier que je ne dirai plus jamais, parce qu'en fait, je le prenais mal quand on me le disait. C'était l'important, c'est que le bébé et toi, vous soyez en bonne santé. Et en fait, je me disais, c'est vraiment penser que la santé mentale ne fait pas partie de la santé. Parce que oui, mon fils va bien. Oui, moi, physiquement, je vais bien, c'est-à-dire je suis vivante, je respire, le ventre est fermé et je reprends le cours de ma vie. Mais je suis pas sûre qu'on pouvait dire que j'étais en bonne santé. J'étais en bonne santé physique, pas mentale, et encore en réparation, tu vois, en bricolage. Mais je pense pas qu'on pouvait dire que j'étais en bonne santé mentale. Parce que peu importe la façon dont tu accouches, le postpartum, dans tous les cas, c'est un bouleversement. Et je pense que même si tu as un accouchement parfait, physiologique, sans aucune égratignure, même un accouchement parfait, je pense qu'en termes de santé mentale en postpartum, t'es quand même fragilisé. Bah oui, mais c'est normal.
ça reste un acte déjà hyper épuisant, donc... Et puis même de se retrouver mère. Même quelqu'un qui va te dire que son accouchement a été idéal. Enfin, t'as des femmes qui te parlent d'accouchement orgasmique, d'expérience transcendantale. Et... Du coup, c'est ce que j'allais te demander. Toi, t'as pas... Tu sais, on dit, il y a le fameux mythe de quand on m'a donné mon bébé, j'ai eu le coup de foudre tout de suite. Alors oui et non, parce que même si, comme je te racontais, quand le bébé a été posé sur moi, j'étais pas trop là et j'ai dû me concentrer pour être dans l'instant présent. Une fois qu'on était en chambre et que ça allait mieux, je me suis tout de suite attachée à lui. J'ai tout de suite aimé. J'ai tout de suite compris que c'était pas de sa faute. Et non, je l'ai... tout de suite, enfin ça a été immédiat. Pour le coup, je m'étais préparée grâce à des podcasts au fait que ça puisse être possible, que je m'attache pas tout de suite et que ce soit un travail. Donc, et je pense que c'est aussi bien de le dire pour le savoir au cas où ça arrive, de pas s'auto-flageller. Mais non, moi ça a pas été le cas. Je l'ai tout de suite aimé et je me suis tout de suite sentie attachée à lui. Est-ce que tu peux nous dire soit comment se sont passés les premiers jours après être rentrée ou les premiers mois? Comment ça s'est passé du coup? Ouais, c'est ce que je te racontais. Les 4 premiers mois, j'ai un peu fanfaronné. En disant que c'était beaucoup plus simple que ce à quoi je m'attendais. Moi, je pense que c'est très bien qu'on parle du postpartum parce que je pense qu'à l'époque de nos mères, il y avait le discours de la maternité, c'est que du bonheur. Ouais. Et ça, c'est pas vrai. Aujourd'hui, je trouve qu'on est un peu dans le discours inverse de la maternité, c'est une corvée. Des fois, c'est un peu trop négatif. Ouais. On oublie de dire que ça peut aussi bien se passer. En fait, il y a tout ce discours qui, je pense, est essentiel, le regret maternel. Mais en fait, il faut trouver un juste milieu. C'est-à-dire que moi, je trouve que la maternité, c'est très difficile et c'est très beau. Et les deux peuvent coexister. C'est-à-dire que c'est très difficile d'être parent. T'as plus de pause. T'es écrasé par les responsabilités. Tu fais passer quelqu'un d'autre avant toi en permanence. Ça te change toute ta vision du monde, toutes tes priorités. Enfin, c'est un peu vertigineux quand tu y penses. Et à côté de ça, c'est très beau. C'est indescriptible. C'est-à-dire que tu deviens mère, tu es capable de nourrir un enfant, de le faire grandir, de lui apporter de l'amour. Moi, je trouve ça toujours incroyable, c'est de se dire que il a poussé dans ton ventre, quoi. Enfin, c'est toi qui l'as créé, quoi. Enfin, c'est incroyable. Non mais complètement. Et je vois que, tu vois, même pour l'image que j'ai de moi-même, des fois quand mon fils touche mon ventre et que je me dis mon ventre il est un peu mou ou tout ça, la seule chose à laquelle je pense c'est sa première maison. Oui, il a fabriqué la vie, quoi. Et puis maintenant ton fils il est en pleine forme, quoi. Donc vraiment il a zéro séquelle de ce qui s'est passé, quoi. Non mais je pense qu'il y a ça aussi qui aide l'expérience du postpartum, c'est-à-dire que mon fils il est incroyable. Enfin je l'aime trop. Toutes les expériences sont différentes, mais il a jamais eu de reflux. Il ne pleurait que quand il avait faim et c'était réglé en le mettant au sein. Il a jamais pleuré sans raison. Il n'a pas été malade. Enfin, tu vois, il y a des expériences de postpartum qui sont plus difficiles. Moi, la seule chose à laquelle je devais penser, c'était de dormir. Je m'en fichais complètement que la maison soit en bazar. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je ne pensais qu'à mon sommeil et au sommeil de mon fils. On s'est fait livrer Picard. Enfin, normalement, on se faisait livrer les courses. Là, on a arrêté les courses. On a fait directement du Picard avec des plats surgelés, équilibrés, qui se réchauffent en 2 minutes au micro-ondes. Et on s'est mis la pression sur rien. On faisait le minimum du ménage pour que ce soit hygiénique. Mais la poussière, c'était pas grave. Enfin, voilà, on faisait les vaisselles et les lessives. Mais d'autres c'était priorités, tout, quoi. Il y a d'autres priorités. Et donc, je pense que c'est pour ça aussi que ça a été plus simple. J'ai aussi la chance de travailler dans une grande entreprise qui m'a quand même donné 6-7 mois de congé maternité payé. Ça, c'est incroyable. Ce qui est incroyable. Et je mesure ma chance et j'ai une gratitude. Enfin, vraiment, mon employeur est... ça t'a permis de vivre ton allaitement... comme tu le voulais, parce que si on part sur un congé maternité classique de 2 mois et demi, si tu veux allaiter plus que ça, soit tu dois prendre toi-même un congé qui est mal rémunéré, soit tu reprends le travail et du coup, si tu continues à allaiter, le rythme il est intense, ou alors t'arrêtes. C'est ça, parce que autant moi je sais que je ne pourrais pas être mère au foyer, ça ne me correspond pas du tout, j'en aurais pas le courage. Pour moi, être mère au foyer, c'est beaucoup plus dur que de travailler.
Et je l'ai vécu parce qu'en rentrant de congé maternité, j'ai eu l'impression, tu vois, d'arriver au travail, de parler avec des adultes, de boire un café chaud, de manger un repas chaud, d'aller aux toilettes quand je voulais. Enfin, j'avais l'impression que c'était les vacances. Temps, ouais. Et des fois, ça me le fait encore. J'ai l'impression que le vendredi, je sais que le week-end va être plus intense, alors que le lundi, ça va être plus détendu. Mais quand le moment des 2 mois et demi est arrivé, que je me suis dit, si j'avais juste le congé légal, je devrais retourner au boulot demain, ça aurait été impossible. Ah ouais, moi je m'étais dit la même chose. Impossible. Et en même temps, si je n'avais pas eu un congé rémunéré, j'aurais pas pu faire autrement, puisque le congé parental, c'est rémunéré à 400 €, ça paye même pas ma moitié du logement, tu vois. Donc, oui, c'est clair. Enfin, à un moment, il faut survivre, et les femmes qui retournent travailler, c'est parce qu'elles doivent survivre. C'est un luxe de pouvoir prendre plus de temps et de se consacrer. Ça devrait pas être un luxe, mais c'est un luxe. Ça ne devrait pas. Et ton conjoint, il a pris combien de temps ? Mon conjoint, c'est arrivé au moment où il y avait les 1 mois de congé paternité. Son employeur n'a pas voulu qu'il prenne les 1 mois d'un coup, donc il a pris 2 semaines, et les 2 autres semaines un peu plus tard. Okay. Mais même moi, tu vois, je m'étais dit que j'allais allaiter 6 mois, parce que je ne voulais pas retourner au travail en tirant mon lait. Déjà, je ne voulais pas tirer mon lait. Premièrement, c'est trop de logistique, trop d'organisation et tout ça. Et donc, je m'étais dit que ça durait 6 mois. Finalement, mon fils, il n'a pas voulu se sevrer. Donc, j'ai dû, pendant quelques mois, du coup, pendant 2-3 mois, tirer mon lait. Et là, pareil, tu vois, mon employeur, il avait une salle d'allaitement dans les locaux, avec des fauteuils, avec un frigo et tout ça. Et même si, du coup, je devais m'absenter après le déjeuner, je laissais mes collègues à la cantine et j'allais dans cette petite salle tirer mon lait, je me suis dit que même si c'était une corvée, c'était quand même beaucoup plus simplifié que si j'avais dû le faire aux toilettes et après aller stocker le lait dans le frigo de la cafette. Tu vois, ça n'aurait pas été la même expérience. Ça, c'est une chance. Et donc, du coup, les quelques mois après l'accouchement se sont bien passés. Se sont bien passés. Je trouve que ce qui est dur, et on en a aussi déjà parlé, c'est que moi, je n'ai pas du tout de village. Ouais. On n'a pas les grands-parents, on n'a pas d'oncle ou de tante, donc on n'est que tous les deux avec mon conjoint. Et ça, c'est extrêmement dur parce qu'il n'y a pas de pause et que toute la responsabilité est sur tes épaules. Tu n'as pas de temps pour toi. On a soit du temps chacun de notre côté pendant que l'autre s'occupe seul de l'enfant, ou alors une babysitter que tu rémunères. Du coup, c'est des frais, quoi. C'est des frais, et surtout, tu sais que si tu sors le soir, tu peux pas faire d'excès, parce que quoi qu'il arrive, le lendemain matin, à 7h, tu dois être d'attaque. Donc, il y a pas. Et puis, si la babysitter est pas dispo, tu te retrouves à pas pouvoir faire ce que tu avais prévu. Et c'est ce qu'on disait en off, c'est que c'est super dur quand tu as envie de faire des pauses, mais c'est super dur quand tu es malade. Et que tu dois t'occuper d'un petit bébé et que toi, physiquement, t'es pas bien. Je t'ai dit, je ne tombe pas malade. Voilà. Ça fait 4 ans que je ne suis pas malade. Et je pense que c'est psychologique. Oui. Je m'interdis complètement de tomber malade parce que je ne sais pas comment ça pourrait être possible. Oui. Et ce que je te disais, où j'ai fait un faux mouvement, je me suis bloqué le dos et je me suis dit, tu ne peux pas avoir le dos bloqué. Ce n'est pas possible. Donc, débrouille-toi comme tu veux, mais et en fait j'ai fait abstraction et c'est passé, et je pense que c'est pas très bon pour la santé, et peut-être que je le paierai plus tard, mais en attendant, quand tu es seule, et encore, moi j'ai une admiration infinie pour les parents célibataires. Ça me semble déjà nous on est 2 et c'est difficile. Alors qu'on peut avoir du relais avec nos partenaires. Oui. Mais moi, depuis que je suis maman, j'y pense tout le temps aussi. Les parents célibataires, c'est des super-héros. Mais vraiment admiration infinie. Ou alors, ils ont un village. Je me dis peut-être que... Mais seuls, sans personne... Même avec un village, assumer le quotidien seul, même quand t'as du... Parce que le relais, tu l'as pas tout le temps, tu vois. Tu l'as pas tout le temps. Non, c'est clair. Bon, alors, je voudrais poser 2 petites questions. Dis-moi. Qui seront des petites questions rituelles qu'on va démarrer dans le podcast. La première question, ce serait, dans ta valise de maternité, c'est quoi l'objet indispensable que t'as pris, que tu ne regrettes pas d'avoir emporté, et au contraire, le truc complètement inutile que t'as trimballé pour rien? C'est une question intéressante qui pourrait même aller au-delà de la valise de maternité, parce que je pense que dans toute la puriculture, il y a un tas de choses inutiles. La chose la plus utile, et qui m'a notamment été conseillée par la seule amie qui a eu un enfant avant moi dont j'ai parlé précédemment, c'est une veilleuse. Okay. Elle m'a dit de prendre une veilleuse.
Donc je l'ai écouté et effectivement je me suis rendu compte que dans la chambre d'hôpital il y avait 2 options, soit t'es dans le noir, soit t'es dans la lumière blafarde un voilà. peu. Ouais. Et donc la veilleuse ça a sauvé déjà au moment du travail où t'as pas envie d'être agressé par la lumière et que tu veux une ambiance un peu plus tamisée, et ensuite après l'accouchement quand tu veux avoir un peu de lumière pour, encore une fois, allaiter ou changer ton enfant et que t'as pas envie d'être... Donc vraiment, la veilleuse, alors, ça a pris, je crois, la moitié de ma valise, parce que j'avais une énorme veilleuse, mais c'est ce qui a été le plus utile. Le moins utile, moi tu me connais, hein, je suis très minimaliste et encore une fois pour la périculture, j'ai rien acheté d'inutile. Tu sais, j'ai fait sans transat, enfin il y a énormément de choses que j'ai pas du tout achetées en utilisant le strict minimum. Donc je dirais peut-être les body taille naissance. J'ai acheté des body taille naissance que je n'ai jamais utilisés. Parce qu'il faisait du 1 mois direct. Il faisait du 1 mois direct et il est passé très vite dans du 3 mois. Donc oui, parce qu'il est grand. Il est grand. Et vraiment les body naissance, heureusement j'en avais pas acheté beaucoup en me disant que ça allait servir que le premier mois. Et en fait ça a pas servi du tout. Ouais, mais ça c'est pas facile de savoir parce que on t'estime toujours un peu la taille de bébé, mais bon... Je pense que quand même dans la majorité du 1 mois ça... c'est suffisant. Sauf si t'as vraiment une petite crevette. Mais du 1 mois, même si ton enfant il flotte un chouïa dedans... Le 0 mois, enfin le naissance, vraiment inutile, de mon point de vue. Oui. Bon, grâce à toi, du coup, l'idée, c'est de démarrer une liste qu'on va remplir au fur et à mesure et du coup d'avoir une belle liste sacré accouchement pour aider les futurs parents. Et du coup, la deuxième question, ce serait les mots qui sont restés. Donc, est-ce que tu as une phrase qu'on t'a dite, répétée ou qui t'a marqué pendant cette période-là ? Quelque chose qui t'est resté même longtemps après ? Eh ben, j'ai une phrase, oui, qu'une amie... c'est une amie que j'aime beaucoup, qui n'a pas d'enfant, mais qui... J'aime bien parler avec elle pour sa vision de la vie, et c'est quelqu'un que je trouve très philosophe ou très sage. Et elle habite loin, malheureusement, on se voit pas souvent, mais elle était venue à la maison pour rencontrer mon fils. Et donc, j'en ai un peu profité pour m'épancher sur mes émotions, et elle m'a dit quelque chose... Elle m'a dit que je disais beaucoup « et si ?» et je crois que là, dans la discussion qu'on a eue, je te l'ai dit. « Et si j'avais fait autrement ?» quand je disais que je m'auto-flagellais. Et elle m'a dit de plutôt me dire « même si » à la place. Et de dire peut-être que même si t'avais pas déclenché, ce serait passé comme ça. Et peut-être que même si t'avais pris d'autres décisions et fait d'autres choix, ça se serait passé comme ça. Parce que du coup, la responsabilité, elle est pas sur toi, en fait. Oui, on le saura jamais. En fait, on le sait pas. Peut-être que c'est à cause de moi, peut-être pas. Mais ça sert à rien. De toute façon, c'est fait. C'est comme ça, et ouais. Et elle m'a dit ça, et elle m'a dit, toutes les phrases que tu te dis, dis-toi même si. En disant, même si t'avais fait autrement, ça aurait pu se passer comme ça, juste pour accepter ce qui s'est passé, et te dire, voilà, c'est ton histoire. Au final, ça m'a sûrement apporté quelque chose. Ça a sûrement construit la personne que je suis aujourd'hui. Ça a sûrement servi dans mon expérience de la parentalité. Et donc, oui, ça, c'est quelque chose qui m'est resté. Ouais, je trouve que c'est fort quand, du coup, on a un accouchement ou un moment où on se culpabilise, du coup, de... C'est ça, parce que comme j'avais développé un peu une rancœur, comme je disais, sur la préparation un peu plus holistique, parce que je me suis dit, moi... mon corps n'est pas fait pour ça, et moi, ça n'a pas marché, et moi, peut-être que je serais morte dans cette forêt sous la pleine lune, tu vois. Et donc, de se dire que, en fait, toutes ces phrases qui m'avaient tellement sécurisée pendant ma grossesse, j'ai commencé à les détester en me disant que, en fait, c'était pas vrai, et que j'avais presque de la rancœur, mais c'est pas du tout la faute de cette préparation à l'accouchement, c'est ma propre expérience en me mettant au centre de mon référentiel, et donc c'est juste moi vis-à-vis de moi et de comment je réagis face à des choses qu'on me dit. Et du coup, toutes ces phrases m'ont aidée parce que, comme je disais, je voulais pas clamper le cordon trop vite. Au final, j'ai eu une césarienne, donc je pense qu'il a été clampé immédiatement. Oui, puis t'as même pas pu réaliser.
j'ai pas pu réaliser, effectivement je l'ai pas. Et dans tous les cas, mon fils ne respirait pas, donc oui, il ne l'aurait pas. La question s'est pas posée, quoi. C'est aussi pour ça que je me dis, tu vois, si j'avais fait un plan de naissance détaillé en leur disant de pas clamper, dans tous les cas ils auraient dû ignorer. Mon fils, ils l'ont sorti, ils ont coupé tout de suite, ils l'ont fait respirer, donc ça aurait été impossible. Et donc il y a toutes ces phrases où j'essaye un peu de réparer en me disant peut-être que même si j'avais fait un plan de naissance, même si je leur avais dit que je voulais certaines choses, même si j'avais fait que des choix différents, peut-être que ce serait passé comme ça, peut-être que ça aurait été une césarienne, et peut-être que la finalité, même en ayant changé toutes les étapes d'avant, peut-être que la finalité aurait été la même. On sait pas, on saura jamais. Ouais. Il y a quelque chose que tu veux rajouter que tu aurais oublié de dire ou pas? Je pense que... On a déjà dit pas mal de choses. Je pense que j'ai dit déjà pas mal de choses. Merci beaucoup, Marine. Merci à toi, Céline. C'était vraiment sacré. Et je suis trop contente de t'avoir eu. Merci à toi de m'avoir invitée. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Je voulais une nouvelle fois remercier Marine d'être venue partager avec nous son expérience. Pour la petite histoire, elle avait d'ailleurs tout noté dans son téléphone après son accouchement, pour ne rien oublier, et elle regardait ses notes en me parlant pour être sûre de tout vous transmettre. Merci Marine de ta force et de ta sincérité. C'est la fin de ce sacré moment, merci. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, je vous invite à me laisser 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et aussi un petit commentaire. Je serai trop contente de prolonger la discussion avec vous et de savoir que ce podcast vous plaît. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, @sacréaccouchement, et à partager cet épisode autour de vous pour faire grandir cette douce communauté. Je vous dis à bientôt sur Sacré Accouchement.